Initialement, et d'un point de vue un peu simpliste, j'allais dire, on comprend le service comme l'hôtellerie, comme les banques, comme les assurances, comme le coiffeur, etc. Des services un peu à la personne, si l'on peut le dire de cette manière-là. Ce dont on s'aperçoit, c'est que ces 20 dernières années, alors on peut dire 30 dernières années, mais 20 dernières années encore plus, nous avons une nouvelle dimension de service, ce qu'on appelle la nouvelle économie de service. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle économie de service? Beaucoup de gens, et vous avez probablement déjà entendu dans les journaux, des termes type ubérisation, par exemple, qui est un terme typiquement français, ça n'existe pas en anglais, pas d'uberisation. On va plutôt parler de ce qu'on appelle la servicisation. Alors, la servicisation va être assez importante pour nous et pour comprendre pourquoi est-ce que les services sont importants aujourd'hui. Dans les années 80, probablement que ici dans l'auditoire vous connaissez cette histoire, c'est Rank Xerox qui commence à dire effectivement, j'ai des concurrents qui vendent les mêmes produits que moi. Et les mêmes produits que moi ont comme conséquence une bataille sur les prix. Rank Xerox est un leader sur son marché, c'était le premier à faire des copieurs, et avec sa R&D, avec tout son développement, ne peut pas concurrencer sur les prix comme ces nouveaux entrants qui, eux, globalement copient les copieurs de Xerox. La bataille de prix est donc engagée. Xerox dit « je ne vais pas m'en sortir ». Et c'est à ce moment-là, on est en 1983, que Rank Xerox dit « mais en fait, personne n'a besoin de photocopieurs. On a besoin de faire des photocopies. » Ça n'a rien à voir. Personne n'a besoin de photocopieurs, on a besoin de photocopies. Cette dimension-là, dans les années 80, va complètement basculer dans un mode de service et dans une économie de service. Et ce que nous récoltons aujourd'hui, ce sont ces prémices-là. Lorsque Rank Xerox a commencé à mettre ça en place, la focalisation s'est mise sur deux axes. Un, je dois être en permanence certain que tout fonctionne très bien. Mes photocopieurs, pas de bourrage papier, l'encre, etc. Et la deuxième chose, c'est l'innovation. Je dois innover de plus en plus, faire du scan, faire du triage, faire de la couleur, etc. Parce que plus je serai utilisé, plus je vais gagner de l'argent. Vous comprenez de manière sous-jacente ici ce que je suis en train de dire, c'est une création de valeur qui commence à se mettre en place. C'est-à-dire que dans un environnement où tout est égal par ailleurs, je vais comparer quoi? Le prix, puisque tout est égal par ailleurs. Dès lors où je commence à créer quelque chose de différenciant, sur la relation client, mais également sur la valeur ajoutée que je peux avoir avec un nouveau produit, une nouvelle technologie, eh bien là, je commence à être dans la différenciation. La question fondamentale, c'est le produit est au service du service. On ne cherche plus à posséder, on cherche à utiliser. BMW, son patron, dit bien, d'ici 2030, on arrête de vendre des voitures. On continuera à rouler en BMW, mais on arrête de vendre des voitures. Le produit est au service du service. Personne n'est entré dans une officine, dans une pharmacie pour acheter un médicament. Ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Pourquoi est-ce qu'on va dans une officine? C'est pour chercher de la santé. Et aller chercher de la santé, ce n'est pas aller chercher une boîte de médicaments. Qu'est-ce que fait aujourd'hui le pharmacien d'officine? Aujourd'hui, il distribue des boîtes. Sauf que le meilleur logisticien du monde, aujourd'hui, s'appelle Amazon. Donc la question pour le pharmacien d'aujourd'hui, c'est de dire quoi? C'est de dire dans quelle mesure on va venir me préférer moi en tant que pharmacien, mais pas en fonction des médicaments que j'ai. Pas non plus en fonction du matériel ou des dispositifs de santé que je dois avoir. La valeur ajoutée du pharmacien va être sur l'usage du dispositif médical. Et vous comprenez bien que lorsque vous faites ça, vous devenez effectivement créateur de valeur. Je vous donne un exemple. Pourquoi vous choisissez votre officine? 80% du temps, c'est un petit peu plus de 80%, proche de votre domicile, proche de votre travail. Ce n'est pas vrai pour votre baguette de pain. Ce n'est pas vrai pour la galette des rois. Parce que la galette des rois, si vous savez qu'elle est meilleure ici, vous allez passer devant une, deux ou trois boulangeries parce que c'est celle-là que vous voulez. C'est valable pour votre pain, c'est valable pour votre boucherie, c'est valable pour votre poissonnerie, et bien ce n'est pas valable pour la pharmacie. Ce n'est pas valable pour la santé, ce qui est complètement incroyable. Eh bien tout simplement parce qu'ils font tous la même chose. L'avenir de l'officine, c'est effectivement chercher de la valeur ajoutée. Comment est-ce qu'elle va être créée? Bien sûr, le pharmacien. Il a des qualités, il a de la crédibilité, il a de la proximité, il a des compétences sans aucun problème. Mais il n'est pas tout seul. Quel est le rôle du fournisseur? Le rôle du fournisseur, c'est l'aider effectivement à faire en sorte qu'il développe une valeur ajoutée différenciante des différentes autres officines que certains ne pourront pas avoir ou ne voudront pas avoir parce qu'ils seront peut-être sur un autre créneau ou sur une autre segmentation. Autrement dit, cette question de la valeur ajoutée, elle est déterminante. Qu'est-ce qui fait que vous avez une valeur ajoutée?
Eh bien, la valeur ajoutée, c'est la relation client que vous avez. Gardez en tête qu'Amazon a le nombre de clients les plus fidèles au monde. Pas de réduction, pas de carte de fidélité. Mais quand vous ouvrez Amazon, et tout le monde dans la salle, vous pouvez ouvrir Amazon, vous allez avoir des pages différentes, une personnalisation différente. Vous allez avoir une valeur ajoutée extrêmement forte avec Amazon. Eh bien, on est complètement dans la relation client. Alors, on peut le condamner parce qu'il y a des algorithmes, parce qu'ils vous connaissent très bien, etc. On peut condamner ça, mais ce n'est pas le propos. On ne peut pas dire que ça n'est pas personnalisé, on ne peut pas dire qu'on est focalisé sur une valeur ajoutée bien particulière. Ce qui n'a pas été vrai avec Fnac.com, ce qui n'a pas été vrai avec les autres sites internet, qui n'avaient pas compris en disant « voilà le catalogue, je le mets en ligne et c'est tout ». Je reviens sur notre propos. La valeur ajoutée est déterminante. Elle est dans la façon avec laquelle mon client ou le client de mon client, on appelle ça B2B2C, le client de mon client va trouver sa valeur ajoutée. Eh bien, c'est l'usage, c'est la solution, c'est le service qui est important. Toute cette question-là nous pose une question fondamentale, un peu stratégique pour les organisations en disant c'est quoi l'avenir de notre business model? Il faut avoir quelque chose en tête. Que l'on veuille changer ou pas radicalement son business model, la question c'est, en tout cas il faut se poser la question. C'est le point le plus important. Sans se poser la question, le problème il est lequel? Il est que les concurrents risquent de le faire. En fait, vous savez, tout ce que l'on est en train de dire dès maintenant, c'est la question de l'innovation. Innovation, non pas en anglais, c'est innovation en anglais, mais en latin, c'est innovare. Changer à l'intérieur. In, à l'intérieur, novare, et qui veut dire le changement. Changer à l'intérieur, innovare, innovation, c'est en fonction de quoi? Uniquement de vos concurrents. La façon avec laquelle vos concurrents vont agir vous oblige à changer de business model. C'est tout naturel. Vous n'avez pas besoin de changer de business model si vos clients sont contents, si vous avez une fidélité importante et vos concurrents sont sur le côté. Votre profitabilité continue, donc il n'y a rien de besoin de changer. Le problème, il est lequel? Il est si vos concurrents sont de plus en plus agressifs ou si eux-mêmes changent leur business model que les clients vont préférer. Eh bien, quand on regarde les évolutions sociologiques, et qu'il faut regarder dans le domaine médical, en disant quels vont être les clients, quelle va être ma cible? Est-ce que ça va être des sportifs? Est-ce que ça va être des personnes plus âgées? Est-ce que ça va être des voyageurs? Est-ce que ça va être quel type de segment j'ai autour de moi? Eh bien, ces segments-là, comment est-ce qu'ils veulent m'acheter? Eh bien, si ces personnes-là veulent vous acheter de l'usage ou de la solution et ne veulent pas forcément de la possession, je prends un exemple tout bête, le bas de contention. Est-ce que finalement, je souhaiterais recevoir régulièrement des bas de contention que je dois renvoyer derrière et je vais payer un certain montant, mais jamais finalement posséder, parce que votre business model sera aussi dans le recyclage de ce que je reçois? Vous connaissez mieux que moi tout ça. Je parle juste simplement pour vous donner des pistes ou réfléchir. Vous savez évidemment mieux que moi, vous me pardonnez tous ici les possibles erreurs. Je ne connais pas en particulier votre secteur. Mais quand vous commencez à raisonner en disant l'usage de ce que j'ai en termes de dispositif plutôt que sa possession, en fonction des segments, le sportif, le voyageur, la personne âgée, etc., eh bien là va se redessiner des nouveaux business models. Pour être très clair, ça ne veut pas dire que vous devez changer le business model de l'entreprise, de l'organisation. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il y a sur certaines dimensions de l'entreprise, certains clients, certains produits, peut-être un endroit où on veut de l'usage et peut-être un autre où on veut quand même de la possession. On n'est pas en train de casser l'entreprise en disant on arrête tout et on fait de manière différente. On peut réfléchir en fonction, bien évidemment, des différentes structures que nous avons, des différents types de clients que nous avons pour penser à un business model futur. Autrement dit, derrière ça, vous comprenez bien que le retour sur investissement que j'ai, eh bien, il est de deux ordres. Le premier ordre, je l'ai expliqué déjà avec Rank Xerox, c'est la fidélité et la relation client que vous avez de manière extrêmement proche. Autrement dit, quand vous êtes sur de l'usage avec quelqu'un, vous êtes sur une relation très très proche, une proximité très proche. Le retour sur investissement, je vais être franc avec vous, c'est avant tout connaître les futurs besoins de vos clients. Parce que vous allez être très proche et vous n'allez pas laisser votre client dans la nature. Donc le premier retour sur l'investissement, le futur sera évidemment avec mes clients, construit avec eux parce que je vais repérer leurs besoins. C'est le premier retour sur investissement. Le deuxième retour sur investissement, c'est comment j'intègre les besoins futurs de mes clients. Et les besoins futurs de mes clients que n'auront pas vu évidemment mes concurrents. Et ça, c'est un élément fondamental. C'est quelle part de marché ou quelle avance je vais avoir vis-à-vis des autres. Et que vous allez avoir
probablement d'un point de vue financier et de profit, ce que je vous souhaite, mais également dans l'image que vous pouvez avoir, notamment auprès de ceux qui peuvent être, par exemple, les officinaux. Je vous donne un exemple, j'ai parlé beaucoup des officinaux. Ce n'est pas moins vrai pour les hôpitaux. Simplement, le besoin ne va pas forcément être strictement identique, le business model pas strictement identique, et ce qu'on peut appeler parfois l'expérience client ne va pas forcément l'être aussi. Autrement dit, lorsque je suis dans un hôpital, il y a une autre façon d'aborder l'usager qui passe évidemment par tout un dispositif de corps au pluriel, de corps médicaux, que je vois ou que je ne vois pas forcément, et que je dois adresser d'une manière différente. Eh bien, dans une officine, c'est encore quelque chose de différent. On doit donc réfléchir en fonction de nos cibles, en fonction des différents segments que nous avons, pour pouvoir à chaque fois, à l'hôpital, dans une officine, et peut-être même demain, directement avec votre usager, sur Internet, dans un futur et un nouveau business model qui peut s'ouvrir pour vous, réfléchir avant tout à atteindre ce que je n'avais pas encore dit, et je le gardais pour la fin, la satisfaction client.